Alors, il est 14h30. Nous voici de nouveau réunis pour poursuivre cette journée. Les accessibles, donc, qui se déroule pour la première fois au Parc Exposition de la Nester. Et on va rentrer dans le vif du sujet, sachant que ce matin, on a fait un peu des corpus et des cas d'études et des études qui sont venues pointer les priorités et les difficultés que pouvaient rencontrer des personnes en situation de handicap, en termes de ressenti et en termes aussi d'expériences très concrètes, de témoignages d'usagers qui étaient là. On a parlé forcément emploi, donc on va vraiment rentrer dans cette thématique-là, emploi et handicap. Et ce qu'on s'est dit avec Virginie Lemaître, qui est donc responsable d'entreprise adaptée du travail temporaire, donc UP Intérim Morbihan, on en parlera tout à l'heure ensemble. L'idée de cette table ronde, c'était de surtout dire oui, c'est possible, qu'on se soit en condition d'une personne en situation de handicap dans la condition du candidat, que ce soit l'entreprise qui souhaite recruter une personne en situation de handicap ou que ce soit un porteur de projet qui a besoin aussi de partenaires et de structures aidantes pour l'accompagner dans son parcours. Donc on va un petit peu compartimenter entre guillemets vos prises de parole, vous êtes nombreux, sur cette approche-là. Quand on est candidat, quand on est porteur de projet, quand on est une entreprise, vous allez dans un premier temps vous présenter et puis voilà, l'idée ça va être d'avancer tranquillement, on va cheminer. J'ai envie de commencer justement par le candidat entrepreneur, parce qu'il y a une chose dont on parle souvent peu, c'est que effectivement le fait d'être en situation de handicap n'empêche pas l'envie de créer une entreprise, d'être porteur d'un projet. Et les gens ne savent pas forcément qu'il y a des structures aussi qui accompagnent ce genre de dispositions. Donc je vais donner la parole à Pauline Bonnel, à Michel Collin et à Agnès Tosten sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez d'une part vous présenter votre structure et puis effectivement m'expliquer, voilà, une personne qui arrive, qui a un projet, qui veut créer une entreprise, comment vous l'accueillez, comment vous l'accompagnez, qu'est-ce qui est possible et où sont aussi les embûches quand ils le rencontrent. Bonjour, donc je suis Agnès Tosten, je travaille pour BGE Morbihan, qui est une structure associative dédiée à l'entrepreneuriat. Et donc on est présent aujourd'hui puisqu'on accompagne des personnes en situation de handicap qui ont pour projet de se mettre à leur compte, donc de divers horizons, de diverses expériences passées, bien sûr. Donc nous actuellement on travaille grâce à la GFIP en fait dans ce parcours d'accompagnement qui peut durer plusieurs mois. C'est un parcours qui est entièrement individualisé. L'objectif, il est vraiment de travailler avec vous, entrepreneuses, entrepreneurs en devenir, sur d'abord votre projet de création d'entreprise. Donc là, il n'y a pas de différence par rapport à un accompagnement que l'on peut faire avec n'importe qui. On va bien sûr inclure par contre la composante de la situation de handicap dans votre projet professionnel. Là, c'est vraiment de voir demain, dans votre quotidien professionnel d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, faire en sorte que votre projet soit adapté aussi à vos possibilités, vos capacités. Et donc là, on va s'appuyer avec des réseaux qui sont souvent Cap Emploi, Pôle Emploi, en lien avec la GFIP, justement, pour vous donner le maximum de sécurité dans la poursuite de ce projet-là, tout en travaillant sur la viabilité économique du projet, puisque c'est ça qui compte. Créer son entreprise, c'est créer son emploi, et on l'espère pérenne. Et donc ensuite, il y a un suivi possible sur 3 ans, qui va être en partenariat aussi avec HUP, qui va se présenter tout à l'heure. Donc c'est un enjeu important, puisqu'il y a 2 enjeux pour nous, qui est vraiment de rendre accessible la formation et l'accompagnement, qui peut être fait avec une structure comme la nôtre, mais aussi de rendre accessible le projet entrepreneurial au sens large du terme, et pas que lié à la situation de handicap, mais aussi par rapport à une réalité de marché, une réalité économique. Donc on va... Voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qu'on va analyser avec vous de manière sécurisée, confidentielle. Donc nous, par an, ça va être plusieurs dizaines d'entrepreneurs en situation de handicap qui vont pouvoir être aidés dans ce parcours-là. Et si jamais le projet n'est pas viable à court terme, c'est de trouver d'autres solutions en attendant, comme des compléments d'activité ou de reporter un petit peu le projet, mais de valoriser votre parcours aussi avec une montée en compétences. Vous aurez appris des choses, vous aurez appris à faire une analyse de marché, à faire un prévisionnel. Donc, c'est des compétences que vous pouvez aussi utiliser demain dans un autre projet professionnel. Voilà. Donc.
Je vais vous repasser la parole. Est-ce que quand une personne, justement, vous le disiez, après tout, on est porteur de projet, qu'on soit handicapé ou pas. Alors oui, sur des handicaps moteurs, sur des handicaps visibles, mais peut-être que sur des handicaps invisibles, on se retrouve face à d'autres questionnements. Est-ce qu'il y a un profil type, entre guillemets, du porteur de projet? Et est-ce que vous n'êtes pas au-delà de l'étude de marché, de ces choses très concrètes que tout porteur d'entrepreneur rencontre? Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques quand même aux porteurs de handicap, notamment sans doute le regard aussi des banquiers, des partenaires qui va devoir appeler? Enfin voilà, rentrons dans le vrai concret du questionnement. Déjà, il faut savoir que personne n'est obligé de dire qu'il est reconnu en tant que travailleur en situation de handicap. Nous, on peut le savoir, mais on peut ne pas toujours le savoir non plus. Donc, quand il est orienté par le Cap Emploi ou le Pôle Emploi, bah, c'est vrai qu'on va savoir, puisqu'on va vous inscrire dans ce parcours spécifique. Et je dirais qu'il n'y a pas de profil type, et c'est ça qui fait tout l'intérêt d'un accompagnement individualisé, c'est que c'est la singularité de votre situation qui va faire aussi la singularité de l'accompagnement et du projet, en fait. Donc, on va mettre en lumière vraiment surtout vos capacités, éventuellement vos incapacités, et de faire en sorte que le projet puisse s'adapter vraiment à votre projet de vie un peu plus global aussi. Hein, donc, le modèle économique est important, mais il faut que vraiment ce projet professionnel puisse répondre aussi à vos possibilités personnelles, et quelle que soit la nature de votre handicap. Hein, donc ça peut être effectivement des temps de travail, des postures. Voilà, il y a tellement de situations différentes que ça serait difficile de faire un profil type, ça n'aurait même pas de sens en fait. Et donc on prend en compte ces spécificités, et l'intérêt c'est pouvoir aussi de travailler dans la durée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un parcours type sur telle durée avec tant d'heures, c'est vraiment à la carte. En tout cas actuellement c'est comme ça qu'on nous donne les moyens de travailler, hein, notamment grâce à la GFIP, pour quand il faut faire des pauses, parce que voilà, il y a des composantes à prendre, comme on est peut-être encore en parcours de soins, on a besoin d'y retourner, et puis on se pose peut-être plus de questions aussi, parce que c'est quand même un sacré challenge de vouloir créer une entreprise. Hein. On a un entrepreneur avec nous, hein. Donc quelquefois il faut prendre du recul, bien réfléchir, s'assurer aussi du soutien de son entourage, ça c'est très important hein, dans un parcours. Donc voilà, il n'y a pas de profil type, et c'est ça qui fait toute la richesse de notre métier. Vous vouliez compléter, Pauline Bonnel, et parce qu'il m'intéresse aussi d'avoir peut-être un exemple, un ou deux exemples un peu concrets d'accompagnement que vous avez pu faire. Ouais. Peut-être je vais repréciser un peu ce que propose HUP Entrepreneur. Donc on est une association, on se définit comme un incubateur militant pour entrepreneurs, entrepreneuses en situation de handicap, ou pour toute personne qui se considère en fragilité de santé. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de... Enfin, la RQTH n'est pas une étape qu'on demande quand les personnes viennent à nous. Et on propose différents types d'accompagnement selon le moment où va se trouver la personne, si elle est en réflexion sur l'entrepreneuriat. Là, on a un programme qui va aider à réfléchir sur est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est compatible avec ma situation de handicap. Et après, on a un programme, c'est du parrainage de compétences. Notre particularité, c'est qu'on travaille avec des bénévoles, qui sont des mentors, des experts projets. Et nous, tout notre enjeu, c'est de mettre en lien un entrepreneur ou une entrepreneuse qui a à un moment donné un questionnement, un besoin spécifique lié à son activité, avec un mentor qui a une expertise en lien avec sa demande. Alors par exemple, en termes d'exemple, en ce moment, les personnes avec qui on travaille, les entrepreneurs avec qui on travaille au niveau de la Bretagne, on est encore nouveau comme acteur sur ce territoire, mais on a une dizaine d'entrepreneurs avec qui qu'on accompagne. On a par exemple des personnes qui ont déjà lancé leur activité depuis quelques temps. Je pense à une entrepreneuse qui a développé un luminaire végétalisé et qui a 5-6 ans d'activité, mais qui arrive à un moment où elle n'arrive pas, enfin elle est dans un moment où elle devrait changer d'échelle, notamment passer de vente de B2C à B2B. Et c'est comment l'accompagner dans ce changement d'échelle. Donc c'est trouver dans notre vivier de mentors, on a à peu près 400 personnes, donc c'est pratiquement autant de compétences à mettre au service d'un projet entrepreneurial. Donc la mettre en lien avec une personne qui a cette compétence à mobiliser pour l'accompagner. Mais on a aussi, on reçoit aussi des personnes qui, alors c'est très souvent
les tendances qu'on observe justement quand on regarde les personnes qui viennent à nous, c'est souvent des personnes qui, suite à une maladie ou à un accident, doivent repenser leur lien au travail, comment revenir à l'emploi, et c'est les accompagner aussi à ce moment particulier de voilà, est-ce que ça pourrait être une solution pour moi. Donc là, on travaille avec des coachs certifiés pour accompagner dans ces réflexions. Est-ce que je réponds à toute la question? Si, c'est juste que je me demandais, en vous entendant parler en plus de, peut-être parfois pas de reconversion, mais de reprise d'activité après un accident de la vie, est-ce qu'il y a eu également de manière concomitante ce qu'ont connu les autres entreprises actuellement, et les RH en témoignent énormément, de cette volonté aussi de reconversion? Est-ce vous avez senti justement une activité dopée là-dessus, avec des gens qui sont de plus en plus en reconversion et en demande de création d'entreprise, pour trouver du sens, de la valeur? On entend beaucoup ça. Alors, très honnêtement, j'ai moins de recul sur ce sujet-là parce qu'on démarre en Bretagne et c'est pas forcément les raisons qui amèneraient des personnes à venir nous solliciter. C'est plus parce que ça fait sens dans un parcours, un parcours personnel, suite à un changement de situation. Ce serait plus ce cas de figure-là. Vous travaillez aussi avec madame. Vous êtes Michel Collin, vous êtes l'administrateur de... Oui, je suis administrateur de HOP Entrepreneur depuis peu de temps, parce que l'antenne s'est montée en Bretagne. Puis je suis aussi un TIH, un travailleur indépendant handicapé. Et du coup, j'ai monté ma société en 2008 suite à un accident de moto, en fait, donc avec une reconversion. Et je me suis dit, j'avais tout le temps le rêve de monter une entreprise. Et j'ai été accompagné dans un premier temps par la boutique de gestion à Lorient. Et après, au fur et à mesure, j'ai installé mon entreprise. Et une des difficultés que j'ai eues, c'est d'être tout seul, en fait. Quelque part, on n'a pas de recul quand on est indépendant. Et ce qui m'a permis de pouvoir rencontrer HOP un peu plus tard, pendant le Covid. J'étais accompagné sur un des programmes qu'ils avaient fait, c'était Rebond. C'était vraiment avec un mentor qui m'a permis de remettre en place une situation à un instant donné, de pouvoir t'aider, de dire, voilà, ce serait bien de développer ta société. Alors, ma société s'appelle Airbox et je fais de la location d'œuvres d'art pour les entreprises. En fait, c'est un petit marché de niche. Et du coup, ça m'a permis de me repositionner, de regarder, et la personne, j'avais besoin des compétences un petit peu en communication et de dire, voilà, est-ce que je pouvais attaquer d'autres marchés, qu'en fait. Et elle m'a aidé pendant 6 mois à peu près, c'était une fois par mois, on faisait un point et dire, voilà, comment on peut avancer. Ça m'a permis d'avoir du recul et de pouvoir avancer sur d'autres projets et de trouver d'autres marchés, qu'en fait, par rapport à ma société. Et après, avec HOP, par rapport à mon expérience, j'ai été sollicité aussi pour devenir mentor et de pouvoir aider aussi des entreprises, des travailleurs handicapés qui voulaient monter leur entreprise. Et du coup, c'est plus un échange personnalisé, de dire, voilà, t'es pas tout seul, je peux t'aider, j'ai mon expérience. Et c'est un peu à la demande, qu'en fait, de dire, moi j'ai des compétences commerciales, parce qu'à la base, je faisais un métier de commercial. Et du coup, j'aide en termes de prospection, d'échanger, de dire, voilà, par rapport à mon expérience, et de dire, c'est possible d'entreprendre, surtout quand on est en situation de handicap. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller, de foncer, de pouvoir se faire aider. Je pense à la GFIP, à la boutique de gestion, ou à des associations comme les nôtres. Et puis de dire, nous, on cache rien, on dit rien, puis on avance. Et l'avantage aussi, c'est que ça permet aussi de dire à un moment donné, t'es en capacité de créer, de vouloir monter une société, mais peut-être que tu ne vas pas y arriver. Ils vont dire, moi, ce qui m'a marqué avec la boutique de gestion, la personne qui m'a accompagné a dit, on a le droit à l'erreur, de pouvoir se planter. Et moi, ça m'a libéré de plein de choses, en fait. Je me dis, ouais, c'est con. Bon, je n'ai pas arrêté parce que je suis encore là, mais heureusement. Mais par contre, ça permet de dédramatiser, et le fait de dire que la possibilité de créer une entreprise, on peut le faire en situation de handicap, en fait. Et ça, c'est hyper important. Et je crois que quand on est tout seul, il faut essayer de pouvoir partager, d'échanger avec toutes les aides qu'on peut avoir autour de soi, en fait. Et qu'est-ce qui a fait la rencontre avec HOP? Comment vous avez eu connaissance de ce réseau-là? Alors, je sais que vous êtes tout jeune, vous l'avez dit. Par quels canaux les autres partenaires, justement? Un des canaux, c'était... il y avait des trophées. En fait, j'ai répondu à un trophée pour les travailleurs indépendants handicapés, où je répondais par rapport à ma société, ce que je faisais. J'avais répondu au trophée. Et après, j'ai connu un peu les différents avantages d'être avec cette association-là. Et après, ils m'ont demandé de les accompagner à Lorient. On a été visiter Carpav, on a été visiter
Parce qu'ils hésitaient un moment entre soit se mettre sur Rennes ou soit se mettre sur Lorient. Et du coup, et après, ils m'ont demandé d'être administrateur pour la Bretagne, en fait. Voilà un petit peu le parcours. Et c'est vrai que je les ai connus par rapport aux trophées qu'ils organisaient, en fait. Et les trophées, ça a lieu mardi prochain, en fait, à Paris, en fait. Voilà. Oui, allez-y, ouais, je vous en prie. Je peux compléter aussi sur comment les gens prennent connaissance ou ont connaissance de HUP. Je vois sur le territoire, il y a aussi un travail justement de connaître tous les acteurs qui sont impliqués dans le champ du handicap, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, pour savoir aussi à quel moment il est important et utile de réorienter la personne vers telle ou telle structure, à quel moment c'est complémentaire et voir où sont les articulations. Du coup, ça implique de se connaître bien, je pense, tous les acteurs impliqués dans ces champs-là. Donc c'est souvent de la prescription, de la réorientation ou le bouche à oreille et les réseaux sociaux aussi, quand même pas mal. Et puis on entend, dans les tables rondes de ce matin, on entendait beaucoup parler évidemment de père aidance, qui sont des mots qui vous sont très familiers. Là, on entend parler aussi de mentoring. Finalement, on est toujours à ce point où dans le parcours, dans le handicap qui nous tombe dessus, il y a à un moment donné aussi une rencontre, une reconnaissance à la fois du handicap et une reconnaissance on peut dépasser ça, ou en tout cas on peut faire avec et faire autrement. Ouais. Justement, je vais donner la parole à Valérie Loric, la directrice générale de Cap Emploi 56, puisque vous êtes une structure qui est dédiée effectivement à l'accompagnement des entreprises et de l'emploi. Et comment vous spécifiez justement cette fonction pour les personnes en situation de handicap ou les entreprises qui cherchent à recruter? Bonjour. Alors, en effet, nous sommes acteurs, comme on dit, du service public de l'emploi. C'est-à-dire que nous travaillons à côté de Pôle emploi et de la mission locale. On accompagne les personnes demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. La plupart du temps, comme ça a été dit, il s'agit de personnes qui sont dans un parcours de vie au moment d'une reconversion professionnelle, après une inaptitude ou un accident de la vie. Donc, on travaille avec eux à un nouveau projet. On travaille déjà sur la confiance en soi, l'estime de soi. On va tester un nouveau projet et c'est là qu'on se rapproche beaucoup des employeurs. On va après donc accompagner les personnes. Si la personne a par exemple un projet de création d'entreprise, on va vérifier que c'est compatible du point de vue de santé. Et après, on va passer le relais à mes collègues sur la gauche, la boutique de gestion par exemple. Et on va accompagner la personne jusqu'à un suivi durable. Ça, c'est la partie pour les demandeurs d'emploi. On intervient aussi auprès des salariés. Alors, quand je dis salariés, c'est aussi bien du privé et du public. On intervient auprès de toute structure pour étudier le maintien dans l'emploi auprès de la personne et auprès de son employeur, à partir du moment où il y a une problématique santé qui est née en cours d'emploi. Donc là, on intervient pour les salariés, pour les agents, pour les travailleurs indépendants, parce que ça peut arriver aussi un nouvel épisode difficile en cours d'activité. Et pour les entreprises, on intervient pour les aider au recrutement et surtout à favoriser l'intégration auprès des équipes. Et le maintien à l'emploi aussi, c'est-à-dire que ça veut dire qu'une entreprise, alors je l'imagine, c'est peut-être plutôt le salarié qui va faire appel à vous en disant voilà, j'ai eu un accident de la vie, je veux garder mon emploi, et vous devenez un intermédiaire avec l'entreprise? Complètement. Et c'est plus souvent le médecin du travail ou l'employeur lui-même qui va nous solliciter. Ça peut être aussi le salarié, mais en fait, les trois parties prenantes peuvent nous solliciter et on va intervenir pour étudier toutes les possibilités de maintien au même poste ou à un autre poste. Donc ça, cette expertise-là, vous l'avez au sein même de Cap Emploi ou vous-même vous faites appel? On l'a au service de Cap Emploi. Après, comme j'aime à le dire, nous, on utilise tous les dispositifs du droit commun et on utilise aussi des dispositifs spécifiques. Donc là, je regarde sur ma droite, au niveau de l'AGFIP et du FIPHFP. Les équipes sont composées soit de conseillers en insertion pour tout ce qui est l'orientation professionnelle, mais aussi d'une autre partie d'ergonomes qui vont aussi faire le lien et aller analyser les postes de travail. Est-ce que ces dernières années, on le disait aussi encore une fois ce matin, il y a, semble-t-il, une vraie prise de conscience, un peu plus de conscientisation de la part des entreprises, des organismes sur l'importance du vivre ensemble, parce que j'aime pas trop le mot inclusion, je vais essayer de l'éviter, parce que les personnes en situation de handicap eux-mêmes n'aiment pas généralement ce mot-là. Est-ce que vous avez senti justement de la part des entreprises un vrai réveil un petit peu de ce côté-là? Je dirais que c'est un peu mieux. Après, ce qu'il faut savoir, moi je vais parler pour le département du Morbihan, la plupart des contrats de travail qu'on réalise pour des personnes en situation de handicap se font dans des entreprises de moins de 20. C'est-à-dire des entreprises qui n'ont aucune obligation en matière de contribution.
Pour autant, je dirais que c'est un travail de longue haleine, hein. C'est-à-dire que nous, on est très très souvent en entreprise pour sensibiliser, pour expliquer, pour illustrer justement des situations réussies. Il y a du mieux, mais il faut toujours le faire. Surtout que nous, notre travail, on vend rien, mais si on devait vendre quelque chose, c'est uniquement les compétences de personnes en situation de handicap. Donc c'est ça qu'on va promouvoir. C'est pour ça qu'on favorise toujours à ce que les entreprises ouvrent leurs portes, ne serait-ce pour quelques jours, pour une semaine, pour 15 jours, pour accueillir une personne en situation de handicap qui va découvrir un métier ou qui va se tester, qui va aussi faire découvrir ses compétences. Et c'est vraiment ce lien qu'on va faire avec les personnes et les entreprises qui vont faire que ça fonctionne. Donc je vais donner la parole, comme en plus vous les avez regardés, à la GFIPH, comme vous dites, hein, parce que moi je vous le dis très vite, on voit bien que vous avez l'habitude de dire ce sigle-là à toute vitesse. Donc à Quentin Aligan, qui est donc délégué régional, vous accompagnez les entreprises justement pour ce maintien à l'emploi dont on vient de parler, et l'accessibilité vers l'emploi. Là encore, ça se traduit comment, cet accompagnement, très concrètement? Alors bonjour à toutes et tous. Donc Quentin Aligan, délégué régional de l'association gestionnaire du Fonds d'insertion des travailleurs handicapés. Merci d'avoir dit le sigle en entier. Oui, je me dis que c'est toujours mieux. L'objectif de la GFIP, j'aime bien le résumer. Vous disiez, je n'aime pas le mot de l'inclusion. Il n'empêche qu'une partie de notre travail est de réussir à ce que le droit commun, donc l'accessibilité pour tous, ait un sens sur l'ensemble de l'offre de services qui peut exister à tout à chacun. Je suis demandeur d'emploi, j'ai besoin de rechercher un emploi, que ça soit possible pour les personnes en situation de handicap. Alors soit je passe les portes de Pôle emploi et à ce moment-là, j'accède à un conseiller Pôle emploi qui va essayer de m'amener jusqu'à l'emploi. Et puis je vais avoir une problématique un peu plus spécifique concernant mon handicap. Donc là, il y a une question de compensation. Donc soit on va arriver vers un opérateur spécialisé, Cap Emploi, qui fait un travail formidable pour accéder à l'emploi plus facilement, soit encore une autre spécialisation qui nécessite de la compensation du handicap, qu'on a par exemple ici de la compensation à travers vélotypiste, ouais. Le vélotypiste, soit la traduction en langue des signes, soit encore d'autres types de compensation qui demandent des spécificités. Donc la GFIP, son objet, c'est de financer toutes ces parties-là, de pousser le droit commun à aller vers l'utilisation des moyens de compensation nécessaires pour permettre à tout à chacun de pouvoir accéder à l'emploi ou rester dans l'emploi, partie de maintien dans l'emploi dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi très importante. L'autre aspect de la GFIP, son travail aussi, c'est d'accompagner les entreprises à une politique d'emploi. Parce que ça ne se décrète pas, si ce n'est de les aider, parce que à se dire, bah oui, on peut recruter des personnes en situation de handicap, mais comment on fait dans un collectif? C'était d'expliquer la compensation pour le vivre ensemble. C'est l'élément important de la question de l'insertion des personnes en situation de handicap, c'est le vivre ensemble. Donc ça veut dire accompagner les entreprises à une politique d'emploi. Comment je m'y prends, comment je fais, et éventuellement utiliser les moyens de compensation et également les financer. C'est aussi le cas quand on part en formation. En formation, pouvoir expliquer aux organismes de formation le respect de leurs obligations légales, de l'accessibilité. Donc là, encore une fois, ça nécessite d'expliquer, d'accompagner. C'est aussi le travail de la GFIP à travers la ressource handicap formation. Donc voilà, la raison d'être de la GFIP serait qu'un jour on disparaisse pour que le droit commun ait pris sa place complètement et que tout à chacun puisse vivre ensemble. Et que la question du handicap ne soit qu'une question de compensation qui soit réglée par le droit commun et que les uns et les autres, on ait pris notre place pour faire le vivre ensemble. Alors vous le disiez, la question, la clé, c'est aussi la formation. Beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, vous parliez tout à l'heure que c'est celles souvent de moins de 20 salariés qui vont finalement pas se poser de questions. Beaucoup de grandes entreprises préfèrent payer l'amende qui contraint normalement à prendre du personnel handicapé, en situation de handicap, pardon. Pour que ces choses changent, il faut aussi que les grandes entreprises s'intéressent au sujet, comprennent quel intérêt il peut y avoir aussi à avoir une personne en situation de handicap, notamment cette capacité d'adaptabilité qui est énorme, souvent d'agilité aussi, qui est extrêmement demandée dans les offres d'emploi des grandes entreprises et finalement
souvent sont sous leurs yeux avec des candidats handicapés qui sont très rapidement mis de côté. J'ai encore eu le témoignage tout à l'heure d'un ingénieur en fauteuil qui du coup a eu ce type de réponse. Quel est vous avez des leviers sur ces grandes entreprises-là? Alors on en a plusieurs. La première, pour le dire plus positivement, la contribution à la GFIP et pas l'amende. Oui, non, mais je pensais pas. Oui, c'est que eux le vivent comme une amende. J'étais en train de vous présenter leur posture à eux. Donc, moi, la posture. On est d'accord. Alors, sur les grandes entreprises, c'est pas trop problématique, trop importante parce que la société avance et l'ouverture aux personnes en situation de handicap, enfin le regard porté évolue. Donc les grandes entreprises, on peut agir sur différents leviers, dont la contribution. La question va se poser plus sur les moyennes petites entreprises, où là, il faut passer la porte, échanger, partager, essayer avec certains outils. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap, notamment en Bretagne, un des sujets qui me tient à cœur, c'est la question de l'alternance. Parce que c'est un bon point d'entrée pour les personnes en situation de handicap, parce que, vous le disiez tout à l'heure, il y a la question de la formation. Et on sait bien que sur la population des personnes en situation de handicap, sur l'ensemble des études, souvent la formation, on est assez loin en termes de diplôme. Donc l'alternance permet de monter en compétences, permet de répondre à une problématique liée à un besoin lié à une entreprise, parce qu'on a cette chance, entre guillemets, en Bretagne, d'être, alors je vais mettre des guillemets, vers le plein emploi, parce que voilà, le nombre de chômeurs baisse par rapport à la demande d'emploi des entreprises. Donc l'alternance est vraiment un bon levier permettant à des petites, moyennes entreprises de proposer à des personnes, je dis bien à des personnes dans son ensemble, des recherches de compétences. Donc ensuite vient le sujet de la compensation du handicap, parce qu'il y a handicap. Et donc c'est de dire, donc nous on va intervenir sur la compensation, donc c'est une possibilité pour les personnes. Donc vraiment d'agir sur la question de la compétence. Le point d'entrée, c'est celui-là, la rencontre entre deux personnes, un besoin et une proposition, et de dire, voilà, on utilise un outil parmi tant d'autres qui peuvent exister, et avec des acteurs comme le droit commun ou avec plus spécifique avec le Cap Emploi ou d'autres solutions, ça peut être une réussite. Vous parlez du lien, effectivement, la rencontre entre le candidat et l'entreprise. Virginie Lemaitre, je vous tends la parole. J'ai découvert moi l'existence effectivement de cette entreprise d'intérim, de travail intérimaire dédié aux personnes en situation de handicap, Up Intérim Morbihan. Vous êtes tout jeune, hein, vous avez une dizaine d'agences en Bretagne. Et alors justement, c'est cette rencontre que vous devez vous faciliter. On parlait de commencer par de l'alternance, on peut commencer aussi par de l'intérim pour intégrer une boîte. Et vous, votre rôle, c'est justement d'être facilitateur de cette rencontre et de casser les obstacles, en tout cas, qui n'en sont pas vraiment. Le handicap, on ne peut pas l'enlever, mais les obstacles qu'on met devant sont peut-être un peu trop grands. Donc parlez-nous un petit peu de cette nouvelle boîte d'intérim, pardon. Ah, il est allumé. Prenez celui de... Non, c'est bon. Bonjour à tous, donc Virginie Lemaitre, je suis responsable de l'entreprise adaptée de travail temporaire, donc Up Intérim, sur le Morbihan. Donc c'est effectivement une agence d'intérim réservée exclusivement aux bénéficiaires d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est le document indispensable pour pouvoir voilà, franchir la porte de cette agence. Alors, la particularité, effectivement, par rapport à une agence d'intérim classique, c'est que nos candidats vont être tous reçus en entretien et que, effectivement, il faut absolument que l'on aborde la question de la restriction. Parce que s'il y a RQTH, en général, c'est qu'il y a restriction, alors plus ou moins lourde, hein, effectivement, en fonction du candidat. Alors ça peut être des restrictions en termes d'aménagement, en tout cas matériel, ça peut être des aménagements d'horaire, mais en tout cas, tous ces sujets-là sont abordés en entretien pour que, effectivement, derrière, on puisse
nous, agence d'intérim, s'adapter et mettre le candidat dans le bon environnement de travail pour que effectivement cette histoire de handicap, ça disparaîtra jamais, mais en tout cas soit réduite. Alors, on va être nous la dernière marche. C'est vrai que voilà, on collabore aujourd'hui notamment avec le Pôle Emploi, le Cap Emploi. Parce qu'on ne va pas nous intervenir sur le projet de reconversion. On n'est pas là, on n'est pas médecin, c'est pas à nous effectivement de dire aux candidats par rapport à cette pathologie-là, vous avez ces restrictions-là. Donc ça demande aux candidats en amont d'avoir fait effectivement ce travail qui peut être parfois long. La mise en emploi, elle se fait pas, enfin voilà, on n'a pas le même fonctionnement qu'une agence d'intérim classique, puisque ça nous demande aussi à nous de bien connaître les entreprises, de bien connaître les environnements dans lesquels nos candidats vont aller travailler, puisque si je prends l'exemple d'un préparateur de commandes, l'intitulé de poste il va être le même. Pour autant, dans une structure, vous allez aller faire de la préparation de commandes de composants électriques sur lesquels potentiellement, il n'y aura pas beaucoup de ports de charge. Et puis, vous allez aller dans une autre structure où vous aurez un intitulé de préparateur de commandes. Et là, vous allez préparer des pièces industrielles qui font à elles seules 5 ou 10 kilos. On ne pourra pas mettre le même candidat dans la même entreprise. Voilà. Donc, on fait ce travail-là, effectivement, en amont. Alors, aujourd'hui, on est présent, effectivement, sur toute la Bretagne. Et on tend voilà, effectivement à développer ce modèle d'entreprise adaptée de travail temporaire au-delà parce que ça porte ses fruits, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, les candidats trouvent leur place dans les entreprises en sachant que effectivement l'objectif c'est pour nous d'être qu'un sas entre je suis demandeur d'emploi et un emploi plus pérenne. L'objectif c'est vraiment derrière du CDI à l'issue de ces missions d'intérim. Donc c'est pas juste une écoute supplémentaire, on est bien d'accord, il y a un vrai travail quand même d'expertise et de dialogue entre le candidat et l'entreprise pour affûter, j'ai envie de dire, la possibilité, enfin en tout cas l'ouverture du poste à des personnes en situation de handicap et pour la personne handicapée de pas non plus surévaluer ses capacités ni les sous-évaluer. Hein. Oui, exactement. Alors après, on essaye. C'est-à-dire qu'on a aussi des candidats qui nous disent, en fait, moi, je ne sais pas si aujourd'hui je peux rester 8 heures debout. Donc on va essayer, on va y aller progressivement. Enfin, moi, j'ai en tête notamment une candidate qui a démarré chez nous. Elle travaillait 2 heures par semaine et aujourd'hui, elle est presque à 30 heures. Presque. Je pense il y aura encore une étape avant de passer aux 30 heures. Mais voilà, ça s'est fait progressivement sur des entreprises et je vous rejoins. C'est vrai que voilà, les mentalités, elles évoluent. Alors pas assez vite, effectivement, à notre goût, forcément, mais les mentalités, elles évoluent. Le tout, c'est de pouvoir échanger avec les entreprises. Il y a des entreprises, effectivement, qui ne sont pas soumises à cette contribution et qui nous ouvrent leurs portes. Il y a des entreprises qui sont soumises à cette contribution et puis pour qui le mot handicap fait encore peur. Donc voilà, donc c'est long, on le sait, mais le tout, voilà, c'est de prendre son temps. Et j'ai vu un candidat qui est passé tout à l'heure et qui me dit oui, en même temps, c'est vrai, Virginie, ça fait que 3 mois. Bah oui, voilà. Et alors, il voudrait sûrement que ça aille plus vite, mais finalement, 3 mois dans un parcours de vie de demandeur d'emploi, et je ne parle même pas là de travailleurs handicapés ou pas, finalement, ce n'est pas énorme 3 mois dans une démarche de recherche d'emploi. Alors, est-ce que si on est en situation de handicap, s'inscrire dans votre agence d'intérim fait qu'on ne s'inscrit pas dans une autre agence, ou est-ce que finalement les deux sont complémentaires ? Alors, les deux sont complémentaires, on ne nous a pas attendu. Donc, les deux sont bien évidemment complémentaires. Et là, je suis très transparente, c'est-à-dire que si le candidat il est dans une démarche active de recherche d'emploi, on va surtout pas le freiner. La seule chose sur laquelle moi j'insiste, c'est qu'il faut qu'ils soient très clairs avec, encore une fois, avec leurs restrictions, avec ce dont ils ont besoin pour pas être en difficulté, pour tenter d'être aussi transparent auprès des autres agences pour ne pas se mettre en difficulté. Et souvent, et beaucoup de candidats, il y a l'urgence financière enfin voilà, cette question qui intervient. Et oui, mais moi j'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin de remplir mon frigo. Oui, mais à quel prix ?
Voilà. Et on le sait, et ils le savent mieux que moi, c'est qu'à un moment donné, la santé, elle les rattrape. Donc oui, mais je suis prêt à serrer les dents. Oui, ok, mais attention. Voilà. Donc bien évidemment qu'ils sont très souvent inscrits dans d'autres agences, et on le voit, on est plusieurs acteurs aussi à les accompagner dans cette démarche, et ma foi, tant mieux, tant mieux. Mais encore une fois, voilà, je crois qu'il faut être clair sur ce que je suis capable de faire pour ne pas me mettre en difficulté. Et puis par rapport aux autres agences, on rappelle que vous êtes en SCIC, donc en société coopérative d'intérêt collectif, donc ça change aussi un petit peu la donne. Je vais parler au recruteur du GHBS qui va peut-être nous parler justement de la manière dont vous, ça fait un moment déjà que vous intégrez dans vos équipes des personnes en situation de handicap. Vous vous retrouvez effectivement dans ce qui a été dit ici. Il faut vraiment un réseau de partenaires pour vraiment bien appréhender les choses et faire les meilleurs recrutements. Alors je me retrouve... Ah, ils sont capricieux nos micros. Bonjour, oui, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit. J'aurais envie de vous parler en fait de deux niveaux de la politique de handicap. Donc nous, le groupe Pays Bretagne Sud, donc un établissement de santé public, avec des particularités. Le premier niveau, qui est en fait la politique de maintien dans l'emploi, qui a été évoquée tout à l'heure, qui est en fait indissociable de l'activité hospitalière, parce que quelque part, l'hôpital fabrique aussi du handicap, malheureusement. Du fait de la lourdeur de certaines pathologies, du fait des contraintes, aussi bien en moyens qu'en matériel. On a des personnels qui ont une certaine usure professionnelle, qui ont les accidents de la vie, et pour lesquels il faut travailler une seconde partie, voire une troisième partie de carrière. Et là, on est dans la politique de maintien dans l'emploi. Et c'est quelque part, c'est le premier niveau, c'est la base. Et le deuxième niveau, qui est vraiment l'accompagnement personnalisé des personnes en situation de handicap, où là, on parle du candidat, on travaille énormément avec des partenaires, parce que là, on ne peut plus travailler tout seul, donc on travaille beaucoup avec le FIPHFP sur le versant public. Et là, on va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, on ne voit plus juste la partie maintien dans l'emploi, on va aller sur... alors déjà, nous avons la chance d'avoir un référent handicap au sein de l'hôpital, qui va travailler les différents aspects du handicap. Qui peuvent être de l'ordre du poste, aménager un poste, faire une étude de poste, à travailler le rythme aussi de travail pour qu'il soit compatible, mais sans se limiter à l'hôpital et en voyant aussi s'il n'y a pas des freins du côté des transports, du côté du logement, du côté des modes de garde. Enfin, voilà, ça peut être très large. Donc ce deuxième niveau, il est encore peu développé, c'est en marche, c'est-à-dire que c'est une politique qui se structure, mais on est quand même beaucoup pour l'instant sur des politiques de maintien dans l'emploi. Mais j'ai bon espoir qu'on fasse de gros progrès sur les années à venir. Et j'en profite pour remercier le FIPHFP, parce que c'est vrai que c'est avec cet accompagnement, avec ces partenaires, qu'on travaille d'autres aspects sur lesquels nous n'avons pas forcément l'expertise en interne. Parce qu'on a beau travailler dans le secteur de la santé, tout ce qui tourne autour du handicap, la parole n'est encore très peu libre. Les salariés ont beaucoup de mal, notamment à parler de leur handicap, aussi bien au stade du recrutement, parce qu'il peut y avoir une discrimination quelque part à l'embauche. Si je dis que j'ai telle restriction, telle contrainte, est-ce qu'on va quand même me prendre à l'hôpital? Une fois au sein de l'équipe, le regard de l'équipe peut être très compliqué aussi, très difficile, celui de l'encadrement. Donc dans ce deuxième niveau d'accompagnement personnalisé, ça veut aussi être de casser un peu tous ces stéréotypes qu'on a sur le handicap au sein de l'hôpital, pour justement que l'intégration se passe le mieux possible, et pour qu'on crée aussi des tuteurs en interne. Donc c'est ce on en parlait un peu. Donc d'avoir des espèces de sponsors internes qui sont capables d'accompagner nos professionnels et qui peuvent créer quelque part une culture aussi d'intégration au sein de l'hôpital. Vous parlez de culture d'intégration parce que là, vous sentez que les mentalités sont en train de changer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est qu'en fait, c'est la méconnaissance qui fait qu'on a peur que le collègue soit moins compétent, moins efficace. Quelles sont les barrières, quelles sont les peurs ou les méconnaissances que vous rencontrez le plus souvent? Alors le premier stéréotype, c'est cette idée de poste doux qui serait pour des personnes avec des restrictions ou des handicaps. Donc c'est le premier stéréotype qu'on essaie de casser. Donc c'est se dire que déjà n'importe quel poste à l'hôpital, et au-delà, même pas que dans un hôpital, est aménageable ou peut être rempli par quelqu'un qui est en situation de handicap. Donc déjà, quand on a fait ce parcours-là, c'est déjà très bien. L'autre stéréotype, mais c'est ce que vous dites, c'est de considérer que la personne ne sera pas aussi performante qu'un autre salarié qui n'a pas un handicap ou un trouble ou une certaine usure.
Donc là, le meilleur moyen, quelque part, de leur donner tort, c'est de travailler le projet professionnel avec la personne. C'est de s'assurer déjà que la personne est bien formée, qu'elle est bien compétente, que ça correspond vraiment à une appétence de sa part. Et généralement, on travaille les immersions professionnelles pour s'assurer qu'en fait, ça va tenir dans la durée. Donc c'est le principal outil qu'on déploie pour lutter contre ces clichés, mais il y en a d'autres. Une question très pratico-pratique, mais est-ce que aussi vos bâtiments ne montrent pas au fil du temps, justement parce que vous progressez dans la manière d'accueillir des personnes en situation de handicap, mais le bâtiment le montre aussi, lui, ses limites, parce que dans sa conception, il n'avait pas été pensé dans une accessibilité universelle. Je pense que sur certains de vos bâtiments, c'est le cas. C'est vrai qu'on pense beaucoup à nos patients ou à nos résidents, ouais, pour les normes d'accessibilité, même le fait que le bâti soit agréable, en revanche beaucoup moins pour les salariés. Donc pour les soignants, forcément c'est particulier, mais c'est quelque chose qui se développe, tout ce qui est le concept d'urbanisme favorable à la santé. Donc comment limiter les nuisances, qu'elles soient sonores, limiter les déplacements inutiles, faciliter les prises en soins par nos professionnels, c'est quelque chose qui se développe. Les métiers aussi, notamment les métiers d'accueil, faire en sorte que les banques d'accueil soient accessibles pour qu'un jour on puisse avoir un salarié par exemple en fauteuil. Donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup sur les nouveaux projets. Sur les projets plus anciens, là on est vraiment sur de l'aménagement de postes. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, où là on va beaucoup travailler l'achat de matériel ou pouvoir travailler l'existant. On va passer à Madame Delphine Belgardrieux, qui est directrice territoriale handicap Bretagne et Pays de la Loire, donc on est sur le Grand Ouest. Ça m'intéresse de savoir si effectivement dans notre région Grand Ouest, on a une longueur d'avance ou pas sur ces questions de handicap. Il y a beaucoup de gens, là, quelques élus d'autres régions qui sont venus voir aujourd'hui les accessibles, cette journée qui introduit un mois, en tout cas sur ces questions-là. Est-ce que, je ne sais pas depuis combien de temps existe la structure, depuis combien de temps les études et les audits sont faites sur les questions de handicap sur le Grand Ouest? Est-ce qu'on avance et à bons pas, ou est-ce que ça reste encore frémissant? Alors, je suis Delphine Belgardrieux, donc je travaille pour le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le FIPHFP est un établissement public qui est géré d'un point de vue administratif par la Caisse des dépôts, et en région, on appelle la Caisse des dépôts Banque des territoires, qui apporte des solutions notamment de financement, et notamment qui est opérateur du PIA, qui a été lauréat pour le HIT et le Coworkit notamment. Sur les missions du FIPHFP, donc nous accompagnons, nous sommes aux côtés des employeurs publics qui sont en pleine responsabilité vis-à-vis de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes de leur personnel en situation de handicap, pour financer les besoins de compensation de ces personnes, de façon à ce qu'elles puissent pleinement faire profiter aux structures publiques de leurs compétences. Et on parle vraiment de cette compétence. Avant de parler de handicap, on va vraiment parler de qu'est-ce que peut apporter la personne à la structure, de quoi a besoin la structure, et est-ce que ça matche ou est-ce que ça ne matche pas. Et effectivement, on peut tout à fait apporter les besoins de compensation qui sont adéquats pour que les compétences soient pleinement mises à profit et développées aussi tout au long du parcours de vie professionnelle de la personne. Pour vous dire si les employeurs publics sont vertueux en matière d'emploi de personnes en situation de handicap, vous savez que le taux normal d'emploi des personnes en situation de handicap, que ce soit pour le public ou pour le privé, doit être de 6%, sinon les employeurs doivent verser une contribution à la GFIP ou au FIP en fonction de s'ils sont sur le secteur privé ou sur le secteur public. En l'occurrence, pour le secteur public, le taux d'emploi direct est de 5,44% sur la déclaration de 2021, donc on est plutôt pas mal dans la fonction publique, il faut se réjouir de ce taux. Et pour saluer aussi le travail des hôpitaux bretons, sur 70 hôpitaux conventionnés avec le FIPHFP, il y en a 8 en Bretagne, donc voilà, ils sont plutôt engagés, et donc je les félicite pour ça et je suis ravie de les accompagner. Tous les employeurs publics, en fait, qu'ils soient de l'État, de la territoriale ou de l'hospitalière, peuvent bénéficier des accompagnements du FIP.
que ce soit par la plateforme virtuelle qui s'appelle PEPS, et auquel cas ils peuvent bénéficier d'accompagnement à hauteur de 40 000 € par an pour justement financer tous les besoins de compensation. Et autrement, ils peuvent, s'ils le souhaitent, développer une politique RH inclusive qui ne va pas seulement se contenter d'agir sur le maintien dans l'emploi, mais qui va agir sur toute la chaîne de valeur de la politique RH inclusive. Et là, la convention conviendra à l'ensemble des besoins de l'établissement et sera financée à hauteur de ses besoins pour compenser tous les besoins de compensation de handicap des personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la convention va porter sur plusieurs items. Le premier, qui est très important, puisqu'on s'appelle Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, c'est l'insertion, forcément. Et donc, on va financer très largement l'apprentissage dont parlait Quentin tout à l'heure. On est assez raccord sur cette thématique-là. On croit beaucoup au fait que l'insertion va aussi permettre d'accompagner cette chaîne de valeur de la politique RH inclusive. Donc l'apprentissage, comme vous le savez, pour les personnes handicapées, il n'y a pas de limite d'âge pour être apprenti. On pourrait être apprenti à 55 ans. Donc voilà, il n'y a pas de limite par rapport à l'âge. Et on peut se projeter sur des nouvelles missions. Donc ça, c'est très important pour nous. La deuxième mission, ça va être tout ce qui est reclassement, reconversion dans l'emploi. Ensuite, ça va être le maintien pur et dur dans l'emploi. Ensuite, on va aussi agir sur tout ce qui est formation des acteurs internes qui accompagnent les personnels en situation de handicap, que ce soit le correspondant handicap, que ce soit les recruteurs, les tuteurs. Voilà, on participe à la formation de tous ces personnels pour que les personnes soient le mieux accompagnées possible. Et ensuite, on va être sur la communication, la sensibilisation du collectif de travail pour que le mot handicap ne soit plus un tabou, mais que ce soit pleinement intégré dans la société. On est tous différents, on a tous quelque chose à apporter. Alors on le voit dans certaines collectivités, ça se fait de plus en plus. Là, dans le cadre du HIT, des espèces de duos qui se mettent en place. Là, je crois que c'est le maire de Lorient qui va avoir avec lui pendant une journée une personnalité sans doute, en situation de handicap pour être à ses côtés. Et puis ça se fait en interne dans les services. Moi, je me disais aussi que ce qui serait intéressant, c'est que les personnes de la fonction publique puissent passer une journée aux côtés de personnes en situation de handicap pour aussi parfois mesurer, on l'a dit ce matin, parfois la difficulté d'aller au bout de certaines démarches administratives parce que des bâtiments non adaptés, parce que énormément de choses à remplir et qu'en fonction du handicap dont on est porteur, tout n'est pas simple. C'est aussi ce genre de dispositifs très, très simples sur le papier qui peuvent être enclenchés et accompagnés. Oui, en effet, dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, il y a le fameux duo-D dont vous parlez. Oui, c'est ça. Et donc ce duo-D se fait que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Donc ces duos sont formés sur l'ensemble du territoire et quelle que soit la structure, la taille de la structure ou le rang, si j'ose dire, dans la structure de la personne qui va accueillir la personne en situation de handicap. Donc ça permet effectivement d'ouvrir nos chakras et de voir que tout est possible finalement. Et puis pendant la SEPH, on fait de nombreuses opérations aussi de sensibilisation, de communication. Là, on prévoit de faire tous les jours de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, une thématique sur le compte, sur des films d'animation. Et on a appelé ça « Si l'inclusion m'était comptée » pour repartir avec nos yeux d'enfants. Les enfants pensent que tout est possible, ils ne voient pas les barrières que nous, on se met au fur et à mesure du temps. Donc voilà, on va repartir sur notre regard d'enfant et sur le champ des possibles. Il faudrait une journée, un mois les accessibles finalement dans bien des régions. Parce que là, c'est presque exceptionnel. Alors j'espère que c'est le début d'une longue histoire, mais finalement, quand on regarde le programme, on a envie de se dire que c'est tout ça qui participera justement à changer le regard et à retrouver ce regard d'enfant, mais qui devrait être le regard d'adulte, du vivre ensemble. Vous avez pris le micro, Quentin, vous vouliez peut-être réagir sur les actions de sensibilisation, peut-être? Oui, je voulais réagir sur le mois, ou pour compléter ce que tu disais de toute façon sur la question de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées.
parce que c'est une belle opportunité pour l'ensemble des acteurs sur le terrain de proposer des actions soit en direction des entreprises, soit en direction des personnes. Pour reprendre, alors vous disiez, il faudrait peut-être inverser. Il y a certaines actions qui sont dans le sens d'inverser et d'avoir le regard inverse, c'est-à-dire, voilà, moi je suis demandeur d'emploi, mais un employeur vient vers moi dans l'autre sens par rapport à mes compétences. Donc on a pas mal d'actions, donc je vous invite tous et toutes à regarder ce qui se fait sur le territoire de l'ensemble de la Bretagne ou sur votre territoire, parce que tout est plutôt bien référencé. L'ensemble des acteurs s'y mettent vraiment sur cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et puis après, il ne faut surtout pas hésiter à passer la porte du Cap Emploi, du Pôle Emploi, de l'ensemble des acteurs qui vous ont été présentés ici, pour aussi poser des questions et rechercher à ce qu'on puisse aller sur la question de la compétence et traiter la question de la compensation, mais aller au-delà et aller plus sur la question de la compétence. Vous avez raison d'insister là-dessus. On se rend compte aussi que beaucoup de gens n'ont pas la connaissance des ressources qu'il y a sur le territoire. Donc là, on va parler du pays de l'Orient, mais c'est assez étonnant et des fois un peu décevant de se dire, voilà, il y a toutes ces choses-là qui existent et parfois les personnes ne vont pas être au courant. Alors sans incriminer aucune communication, c'est que c'est difficile de tout savoir. Donc vous avez raison, ce genre de rendez-vous peut au moins permettre ça. Moi je suis très impressionnée depuis que je travaille sur la préparation de cette journée, voilà, de découvrir aussi cette capillarité, ce réseau qui existe entre vous et qui fait que finalement à chaque étape de ce parcours de handicap, on a quand même un grand nombre d'interlocuteurs possibles. Maintenant, je me pose la question, voilà, si demain je me retrouve en situation... Alors moi, pour le coup, ça y est, je suis formée, mais cette personne-là saura à quelle porte frapper. Ce qui me rassure, c'est que finalement, comme vous connaissez, vous, toutes les autres portes, vous serez orienté. Je crois il suffit d'en ouvrir une et ensuite, c'est vous qui faites le travail. Bien sûr, je vous en prie. Oui, je veux bien compléter. L'idée, c'est que je dirais que chaque personne, chaque employeur peut frapper à une des portes. Après, on va s'attacher à ce qu'il y ait un référent de parcours le plus adapté par rapport à la situation de la personne, si elle est demandeur d'emploi ou si elle est salariée ou si elle est agent. Et après, charge à ce référent de parcours de faire le lien aussi avec tous les partenaires. Moi qui suis un peu ancienne sur le territoire, on se connaît tous là, autour de la table. Et c'est ça aussi la plus-value qu'on va pouvoir apporter aux personnes. Donc s'il y a un conseil à donner, c'est n'hésitez pas. C'est une des portes dans tous les cas et après on vous guide. Voilà, on vous guide. Sachant que j'ai eu pas mal de questions aussi suite aux deux précédentes tables rondes, il y a beaucoup d'informations que vous retrouverez sur le site internet HIT. Et là, vous retrouvez pour la plupart les logos et les liens sur l'ensemble des partenaires qui sont ici présents. Donc j'espère au moins que ça vous a donné des pistes pour ceux qui ne connaissaient pas toutes les choses qu'on a évoquées. On était nombreux, donc désolé, le temps de parole est forcément un peu plus restreint, mais voilà, je remercie à tous et à toutes pour votre présence et vous avez tous été très clairs. Donc maintenant, emploi et handicap, en tout cas, il n'y a pas d'isolement, assurément, les portes sont là, elles s'ouvrent et les acteurs sont à votre écoute. Un grand merci à vous et on se retrouve tout à l'heure pour notre table ronde sur l'accès à la culture. Merci beaucoup.